Bonjour, on va interviewer Sarah Marty pour LTC Live. Alors Sarah Marty, écrivain ou écrivaine, qu'est-ce que tu préfères qu'on dise, Sarah? Écrivain. Écrivain, pourquoi et pourquoi pas écrivaine alors? Parce que la musique du mot, ça me parle plus écrivain que écrivaine. Alors auteur ou auteur? Enfin, pareil, auteur. D'accord. Tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, quel est ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi, toute ma première partie professionnelle, en fait, a été consacrée au cinéma et télévision, puisque au départ j'étais script et puis après assistante réal et des fois des petites réalisations. Et j'ai travaillé surtout aux côtés d'un cinéaste très célèbre, un documentariste, François Reichenbach, qui m'a appris finalement à travailler dans l'urgence et surtout il m'a offert son regard sur le monde qui était un regard plein d'amour et surtout plein de générosité. Qu'est-ce qu'il fait comme type de documentaire, François Reichenbach? Alors François Reichenbach est décédé en 93 et c'est un des rares cinéastes à avoir eu d'ailleurs une palme d'or à Cannes dans la section Un certain regard. Il l'a eu pour La douceur du village. Il a tourné beaucoup de films autour de la musique, notamment Arthur Rubinstein, L'amour de la vie. Il a consacré aussi beaucoup de portraits à des personnes célèbres comme Johnny Hallyday avec J'ai tout donné, un film qu'on n'a pas encore vu et que j'espère bien vendre bien. Il n'est jamais sorti le film là? Non, pas encore. Donc, et ça retrace en fait Johnny sur quand il a 30 ans à peu près. Donc c'est un portrait. Fort longtemps alors. Fort longtemps, mais c'est un super portrait, c'est un portrait vraiment génial. En fait, Reichenbach est issu, on peut dire, de la nouvelle vague. Il a quelque chose du cinéma de Jean Rouch, ce cinéma vérité, mais je trouve qu'il a un peu plus, puisqu'il est vraiment consacré, il a consacré toute sa vie en fait à regarder les autres et à nous apprendre qui ils étaient en fait. Et tu es de quel coin toi alors initialement? Alors moi je suis née parisienne et puis il y a quelques années j'ai fui au soleil, soit à Toulouse. D'accord. Et alors Toulouse, tu as pu un peu concrétiser des choses au niveau professionnel? C'est comme ça que tu es passé de la partie audiovisuelle, tu écrivais des scripts, au roman? Alors justement, l'intérêt en fait d'écrire, c'est que l'on peut écrire d'où on veut, et ça c'est une véritable chance. À l'ère d'Internet? Oui, exactement. Et donc, oui, à un moment donné, j'en avais un petit peu marre d'être sur Paris, le stress des tournages, etc. Et puis surtout, une histoire d'amour pourrie, puisque en fait, c'est terminé, qui a fait que je suis partie à Toulouse. L'homme est parti, mais moi, je suis restée. Voilà, je suis restée dans cette. Qu'est-ce qui fait qu'on reste à Toulouse? C'est sympa, à part c'est la ville rose et qu'il y a un bon vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on reste à Toulouse à part l'amour? Eh bien, on reste à Toulouse aussi parce que c'est une ville à taille humaine. Du coup, c'est un gain de temps. En deux, trois temps, tout est plié. Mais forcément, je garde tout le temps un pied à Paris. Donc, du coup, je suis tout le temps entre Paris et Toulouse. Car en fait, j'ai pas terminé en fait ma vie de cinéaste en fait, puisque je compte bien et j'espère pouvoir adapter au cinéma le livre que je viens d'écrire. Alors, à part ton livre, qu'est-ce que ça serait ton rêve pour mettre au cinéma, à part ton livre? Après, on abordera ton livre. D'accord. Si tu devais mettre quelque chose au cinéma en œuvre, ça serait quoi? Un thème qui te plaît en dehors du livre? Alors, en dehors de ce livre-là, Une vieille maîtresse de Barbet d'Aurevilly. J'adore ce bouquin. Pourquoi? Parce que déjà il y a l'écriture, une écriture portée par une écriture sublime, et puis c'est l'espoir qu'une vieille femme puisse encore plaire à son amant jeune et beau. Voilà. Et alors, ça donne quoi concrètement? Ça flatte? Ça flatte, ça inspire, ça donne du tonus le matin. Pourtant, t'es pas si âgé que ça. Non, pas du tout. Mais bon, il faut toujours penser aux jours futurs. Non, mais j'ai un rapport avec le temps assez spécial. D'abord, je sais jamais quel jour on est, et en plus, même pas quelle année. T'inquiète, moi aussi. Puisqu'en fait, j'ai signé tout à l'heure des autographes en mettant que nous étions en 2009, ce qui a surpris finalement Alex. Tout petit décalage. Un petit décalage, un petit jet lag en fin de compte. Et c'est le lecteur qui m'a dit ah mais on n'est pas en 2009. Et du coup, je fais ah bon, excusez-moi. Ça m'arrive aussi ce genre de truc. Ah ben voilà, donc nous sommes communs. Oui, le rapport au temps, d'abord, je trouve que la vie passe beaucoup trop vite, il y a tellement de choses à faire. Moi, je suis une personne très enthousiaste, hyper positive, et j'ai toujours envie de faire des tas de trucs, d'écrire des tas de bouquins, de tourner, donc forcément, le temps, j'en ai pas assez en fait.
Surtout qu'on est pris par le temps depuis qu'il y a tout qui est automatisé. Plus on appuie sur des boutons, plus le temps passe vite. C'est ça, c'est ça le problème. En fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la ménagère dans les années 50 avec d'un côté la machine à laver et de l'autre côté qu'on appelle ça le micro-ondes. Mais oui, c'est vrai. En fait, on devrait avoir plus de temps et puis finalement, j'ai pas le sentiment qu'on en ait plus, quoi. Ouais, c'est vrai. La réflexion est juste. Donc Sarah, tu as pris le temps d'écrire un bouquin qui s'appelle, qui a reçu le prix spécial du jury Matmut, pardon, j'ai du mal. Je sors d'un repas bien arrosé, faut dire ce qui est. Hein. Mais... Il a eu aussi le prix Pèlerin, je veux le souligner. Et il a été aussi sélectionné pour le prix François Mauriac. Et là, j'avoue, voilà. Pourquoi 60 jours et de quoi ça parle? Alors, 60 jours, je vais vous embarquer dans l'histoire parce que pour moi, un livre a une histoire. Forcément, pourquoi on écrit ce livre-là? Donc, en fait, moi, dans cette vie un petit peu complètement folle, quand j'ai travaillé avec François Reichenbach, donc une dizaine d'années, en fait, à son décès, j'ai eu la grande surprise d'apprendre qu'il me léguait ses biens. Donc du coup... Intéressant alors. Oui, c'était intéressant, mais c'était aussi lourd sur mes frêles épaules parce que étant cinéaste, du coup je devais gérer aussi ces films. Donc savoir, pour moi, une œuvre, elle doit rester vivante au-delà de la mort de la personne. Il y a la pérennité à assurer. Donc forcément c'est un petit peu difficile, même s'il y a des producteurs qui s'en occupent. Donc je voulais faire attention à ça. Et puis surtout j'ai hérité de 2 maisons, mais alors je ne suis pas une... T'as de la chance toi. Non, parce que souvent on prend pour une riche rombière, mais c'est faux. C'est une femme à marier. Non. Non. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée avec ces maisons qui ont été véritablement un poids parce qu'à chaque fois, j'essayais de les louer et puis les locataires partaient sans payer. Enfin, c'était une horreur. Jusqu'à là, il y a 2 ans, à un moment donné, je réussis à faire des travaux par moi-même, très fière de ça. J'ouvre une fenêtre et là, je me dis non, c'est pas possible, la garde de mon jardin. En fin de compte, le mur d'enceinte était écroulé entre les 2 jardins. Donc là, j'appelle des ouvriers, mais déjà, j'avais plus beaucoup d'argent. Personne ne veut remonter ce mur parce que les joints sont en pierre, c'est un travail difficile, c'est l'été, il fait chaud et les pierres sont lourdes. Donc là, je me dis oh là là, c'est juste pas possible. J'étais plus effondrée que le mur, donc c'est peu dire. Et là, un jour, un homme frappe à la porte et lui, il a pris un blablacar et j'ai tellement dit autour de moi et notamment dans des blablacars que j'avais besoin d'aide. Cet homme sans doute a entendu et il arrive dans le jardin. Et là, le type, il est costaud, il est baraqué, il a quelque chose de très ancré. Il avait une grande cape rouge, non? Non, même pas. Une petite tenue bleue. Non, il avait vraiment... Il t'a dit, je suis là pour te sauver, bébé, t'inquiète. Oh, baby. Non, là, il avait vraiment l'allure mastoc du maçon. J'étais contente parce que celui d'avant ressemblait à un coiffeur. Donc, je me disais, là, on est bien. On est sur le bon profil. Sauf que quand il voit le mur, il dit tout de suite qu'il sait faire et qu'il va le faire. D'ailleurs, il parle pas très bien français. Il dit, je sais faire, je le ferai. Et puis après, il découvre le jardin des voisins. Et dans le jardin des voisins, il y a une multitude d'arbres séculaires très serrés. Et là, le type devient livide, il se met à trembler, vraiment. Et là, il me dit, il me dit pas, moi, en fait, tout bas, il dit, j'ai peur des forêts. Et quand il a dit, j'ai peur des forêts, là, en fait, il s'est passé une déchirure en moi, je peux pas mieux dire. C'était quelque chose d'indicible entre lui et moi. Lui se met à travailler, il commence à remonter son mur, et moi, de mon côté, je peins les volets. Oui. Et puis un jour, c'est un homme taiseux, il parle peu, et puis en fait un jour il pleut et sous l'abri, on s'abrite sous un arbre et c'était très beau, moi j'aime bien voir les images, donc je vois en fait ce rideau de pluie sous lequel on est caché et c'est sous ce rideau de pluie que je vais lui raconter un passage de ma vie qui a été extrêmement difficile à vivre et très très dur. Et là, il me laisse parler, il me laisse même pleurer, il y a beaucoup de pudeur, il me lâche pas du regard et à la fin il me dit mais moi aussi j'ai une histoire très difficile à raconter, mais je ne pourrai la raconter que si j'ai confiance. Et puis il va refaire son mur. Et en fait, au fil des jours, le lien va se créer, il va avoir confiance et il va me raconter cette fameuse histoire. Et ça, c'est le fil conducteur de ton bouquin. Voilà, c'est le pourquoi j'ai écrit 60 jours. Et alors, c'est là où, quand il a eu fini son terme de raconter cette histoire, là, je lui dis non.
c'est pas possible, je dois écrire cette histoire. Et là, il me dit, mais moi, je sais que quelqu'un, quelque part dans le monde, un jour écrira cette histoire. Mais ça peut pas être toi. Oh, alors là, moi, j'étais hyper frustrée. C'est Non, bah oui, je dis, mais pourquoi pas moi? remise en cause. Que se passe-t-il? Et là, il me dit, ben non, toi, tu sais pas écrire puisque tu peins toute la journée. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que lui ne savait pas que j'écrivais. Je lui avais pas dit que j'écrivais. Donc, du coup, il accepte, il me fait confiance. Et je repars avec cette histoire dans la tête à Toulouse. Je l'appelle quelquefois pour certains détails. Et puis finalement, j'envoie ce livre chez plusieurs éditeurs. Et tout de suite, je suis captée chez Grasset. Je signe chez De Noël. Et le lendemain, Albin Michel veut me signer, mais c'est déjà trop tard. Voilà. Donc en fait, ça a été un tiers de bouquins chez chaque éditeur alors. Mais direct, ça a été. Ouais, c'est ça. En fait, c'était une reconnaissance tout de suite. L'histoire. Tu as choisi De Noël alors? J'ai choisi De Noël parce que chez Grasset, il y avait une personne qui n'était pas tout à fait d'accord, qui n'était pas sûre en fait qu'on puisse comprendre que cette histoire était vraie. Et du coup, elle m'a dit en attendant de débloquer, on va voir, envoyez-le chez De Noël. Du coup, j'ai envoyé chez De Noël et direct Béatrice Duval, qui est la directrice des éditions De Noël, m'a appelé en direct en me disant moi je suis bouleversée. D'ailleurs, elle a mis un mot dans le livre, ce qui est assez rare, et je veux absolument que ce livre existe. Tu dis, elle a mis un mot dans le livre, c'est elle qui a fait la préface? Oui, et effectivement, elle a mis un petit mot en préface. Il s'agit de ton premier roman alors finalement? Ben, finalement oui, alors c'est drôle parce que ça fait des années que j'écrivais. Bon, je pense que c'est à peu près le cas de beaucoup d'auteurs, il faut compter une dizaine d'années avant d'être édité. Et du coup j'arrive avec ce livre en fait et je suis pas mécontente parce que c'est un livre hyper fort, c'est une histoire vraie et c'est un livre qui me bouleverse et que je défendrai jusqu'au tombeau, carrément. Et ton fameux maçon alors, donc du coup il sait qu'il est le héros de ce bouquin? Alors plus que ça, puisqu'un jour quand j'ai terminé le livre, je l'ai convié en lui disant mais viens, il y a un problème sur le mur, donc il est arrivé en catastrophe et en fin de compte je lui avais fait la surprise. Tu as cassé un deuxième mur, c'est ça non? Non, de cacher dans mon dos le livre, mais là il était en A4, il n'était pas encore sorti, mais je savais qu'on allait signer et là je lui ai dit ben voilà, ça va être signé, donc il était hyper content, mais 15 jours après je l'ai rappelé et là il était juste halluciné et je lui ai dit j'ai fait déchirer le contrat pour que toi tu touches 50% des droits d'auteur. Oh bah c'est sympa, effectivement. Ouais. Belle histoire. C'est l'inspiration en fait qui t'a donné lui. Ben oui, parce que lui c'est son histoire, donc finalement l'un sans l'autre, ce livre n'aurait jamais vu le jour et non seulement ça, il n'aurait même pas existé. C'est en fait l'alchimie de deux personnes et c'est son histoire, donc pour moi il était nécessaire qu'il ait aussi cette reconnaissance-là. D'ailleurs derrière la couve, nous avons mis sa photo. Tu as fait valider comment on appelle ça, le bouquin avant qu'il soit publié par lui ou pas? Alors le problème c'est qu'il ne sait pas lire. D'accord, mais tu l'as lu. Du coup, moi, je lui ai lu. En fait, moi, c'est assez littéraire. On peut croire d'ailleurs à un roman parce que j'ai tenu vraiment à un beau texte. Je suis très à cheval sur justement l'écriture. Et du coup, je lui ai fait les résumés de chaque chapitre pour être sûre que je ne me trompais pas parce que, en fait, 60 jours, c'est son histoire, c'est-à-dire l'histoire de ce Kurde qui vit en Turquie et qui un jour décide de se sauver. Il rencontre un passeur qui lui promet le voyage sur 5 jours, sauf qu'il va durer 60 jours, d'où le titre. Et le thème des migrants actuellement alors. Exactement, je déteste le mot migrant, je l'utilise jamais parce que pour moi c'est un mot collectif qui déshumanise et j'aime pas. On disait sur l'actualité en disant ça. Exactement. C'est pas un jugement de valeur. Bah oui, non, bien sûr, mais je comprends tout à fait. Mais je fais attention parce qu'effectivement aujourd'hui, et c'est dommage, à la télévision on nous parle toujours des migrants, et finalement on vit avec cette image de collectif et en fait on a enlevé le cœur de toutes ces personnes. Et là, j'étais très heureuse. Le côté humain a été retiré. Exactement. Ouais. Et j'étais hyper heureuse finalement d'avoir face à moi quelqu'un, en fait, qui était là et qui incarnait cette douleur. Et pour moi, c'était très important. Et surtout dans l'histoire, ce qui est très très fort, ce n'est pas que l'histoire de Yoldaş. C'est que Yoldaş, on lui dit, écoute, tu vas partir, mais tu vas retrouver un groupe de 14 personnes, dont 2 femmes, un bébé et 2 enfants. Et ces 14 personnes sont kurdes, comme lui, et elles ne se connaissent pas. Et en fait, c'est la force d'un groupe qui ne se connaît pas, qui peu à peu va apprendre à se connaître, qui partent toutes pour des raisons extrêmement précises, fuient la Turquie et surtout sont toutes en danger de mort. Et toutes ces personnes vont créer un lien juste incroyable et surtout vont former un groupe hors norme et vont réussir ou pas, parce que le livre est aussi cruel, mais c'est la vie, à arriver jusqu'au bout de leurs rêves. Voilà.
Tu peux en parler avec moi de ça, parce que je suis intervenant social bénévole sur Metz. Donc on s'occupe notamment des migrants, excuse-moi le terme, parce que c'est le terme classifié, des SDF ou des travailleurs pauvres. Quoi, hein. Tout à fait, oui, mais bien sûr. Et donc pour moi, cette histoire-là, cette histoire, elle m'a extrêmement touchée. Parce que quand je dis que je me suis planquée qu'on était caché à l'abri sous un arbre parce qu'il pleuvait, en fait, moi j'ai une partie de vie extrêmement difficile, puisque je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai à un moment donné on a vraiment désiré me tuer et j'ai dû me quitter la France avec mes 2 enfants. J'ai dû me sauver. Quel âge tes enfants ? Maintenant ils sont grands, mais à l'époque ils avaient 2 ans et 10 ans, et donc j'ai dû, alors pas dans les mêmes conditions, parce que heureusement à l'époque je travaillais déjà dans le cinéma et j'avais de l'argent, donc j'ai pu prendre un avion, mais je sais ce que c'est que quitter sa famille, ne pas savoir si un jour on reviendra en France ou pas. Expatrié, etc. Exactement. Donc du coup je connais cette douleur, mais j'avais jamais fait le rapprochement entre cette propre douleur et celle de ton héros, quoi. Et voilà, celle de mon micro, qu'on dira celle aussi des migrants. Mais finalement, la douleur, oui. Alors évidemment, à ma moindre mesure, parce que moi, je crevais pas de faim, quoique des fois, c'était pas simple. Mais j'avais par contre la peur. J'ai vraiment vécu vraiment cette peur d'être retrouvée et d'être tuée. Ce que eux vont effectivement vivre et devoir échapper, oui. Pour avoir vécu personnellement à l'étranger, c'est enrichissant de vivre à l'étranger. Tu avais vécu dans quel pays ? Alors moi je suis partie aux États-Unis, à Washington. Enrichissant, je dirais non, parce que j'avais pas la green card. Donc du coup, c'est de la même façon, c'est une vie à se cacher. Et même quand je suis rentrée en France, j'étais pas très en sécurité. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps plutôt planquée. Donc, mais après c'est une richesse. Hein, tu donnes pas ton nom dans l'interview alors ? Si. si, maintenant c'est bon. Tu as été sauvé. La personne est décédée. Bon, ça va, t'es tranquille. Donc tout va bien. C'est toi qui l'as tué, je suis sûr. Non, mais ça être tranquille. Hein. Non, mais maintenant ça fait 4 ans que je revis, forcément. Ah, oui. Et donc, pour en venir à cette histoire, forcément, du coup, je l'ai écrit avec mes tripes, quoi. Voilà, je peux dire ça comme ça. Quand on a écrit un bouquin comme ça avec les tripes, justement, une histoire passionnante, en collaboration entre 2 êtres humains qui ont discuté sur des choses de la vie de tous les jours, tu vas passer sur quoi le prochain travail sur le feu, c'est quoi alors ? Ça y est, j'ai quasi fini. Eh bien en fait, dans ce livre-là, souvent en dédicace, c'est une phrase en fait extraite du livre, j'écris c'est l'amour qui tient les hommes debout, c'est la haine qui les fait tomber. Et finalement... C'est une citation de qui ça ? De toi ? Voilà. De toi-même, par toi-même ? Mais oui, moi-même, pas moi-même. Bravo, toi-même. Pas mal. Mais le problème, c'est que le 2e livre, c'est une jeune femme qui est justement écrivain et qui se pose la question, ne se serait-elle pas trompée ? Ne serait-ce pas plutôt la haine qui porte les hommes et non l'amour ? Donc c'est le départ du roman. Et là, tu situes ça, ça va être quelque chose d'actualité, contemporain, ça, je veux dire ? Complètement contemporain. C'est une femme qui se pose cette question parce qu'en fait, elle réalise que son mari l'a toujours trompée et que finalement, elle n'a plus que de la haine pour lui. Donc c'est le côté aigri, c'est pas le côté politique, là. Hein ? Ah non, pas du tout. Ça, c'est le côté haine quand la vie vous renvoie quelque chose de désagréable. Et du coup, elle va faire des mauvaises rencontres à ce moment-là de sa vie. Et est-ce qu'elle va pas basculer et peut-être même se venger et peut-être même le tuer ? C'est un thème de Barbé d'Aurevilly aussi. Il y a plusieurs nouvelles sur des femmes qui tuent leur mec. Là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, mais je rappelle pas le film. Celui-là. Ah oui. Je crois un truc comme ça. Voilà. Ah, faudra que je le lise alors. Si celui-là on m'a conseillé de lire, mais ça fait peur. Hein. Ah d'accord, mais ça va faire peur le mien aussi. Bah, oui. Eh oui, parce que jusqu'au bout on va se dire, elle va y aller, elle va le faire. On aura la réponse bientôt. Mais alors, si je suis en tôle, vous l'aurez pas. Je dirais pas que c'est toi qui as tué le gars, c'est promis. Le thème de ce salon, c'est les désirs. Oui. Qu'est-ce que ça te fait comme impression, toi ? C'est quoi pour toi le désir et quel est le rapport à ta vie, par exemple ? Pour moi, le désir est extrêmement important parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de désir, c'est la mort. Donc pour moi, je ne peux envisager de vivre que grâce et par désir. Pour moi, le désir, c'est peut-être un des mots. En plus, c'est un mot magnifique. Dans le désir, il y a aussi l'avenir, il y a aussi le mystère. Il y a énormément de choses dans le mot qui se cachent sous le mot désir. Et puis, il y a un petit côté sensuel qui ne me déplaît pas. Il faut Tu es fan de poésie, toi, tu aimes bien un petit peu Oui, bien sûr, oui. Moi, c'est quoi tes références ? Lectrice Char. J'aime beaucoup René Char. Et puis
Et dans les classiques? Ah ben dans les classiques. Charles en est aussi, plus oui, ancien, quoi, je veux dire. Oh, je sais pas, je suis en train de prendre l'eau. Mets-toi comme il faut, t'inquiète pas. Coupez les gars, coupez. On va arrêter sur la poésie, je prends l'eau, ça veut tout dire. Ensuite, moi je lis énormément et après j'ai pas forcément un auteur préféré, ça va être plus sur un titre. Tu te sens par exemple attiré sur le thème des désirs, c'est le thème souvent des romantiques par exemple. Oui. Est-ce que ça te plaît par exemple du Baudelaire? Ici on est dans le pays de Verlaine, Metz, Verlaine est né à Metz. Bien sûr que oui, mais oui, forcément oui, bien sûr que oui. Un grand oui. En plus ce sont des auteurs pour moi qui ont une force littéraire très importante. C'est des auteurs qui donnent envie d'écrire et qui donnent envie aussi de lire. Donc c'est juste parfait, quoi. Ça fait combienième salon du livre que tu fais? Oh, j'en ai fait pas mal. Je le compte. Toujours pour ce ouvrage? Pour ce livre, oui. Alors je le défends énormément. C'est sorti il y a combien de temps? En fait en mai. Mai 18 donc, et là je ne me trompe pas de date. Et je vais aussi beaucoup dans les bibliothèques et surtout les profs de français ont repéré mon bouquin, aiment beaucoup l'écriture et du coup je suis invitée pas mal dans les lycées et collèges et pour moi c'est juste génial parce que là du coup avec les jeunes c'est enrichissant. C'est juste extraordinaire et en fait à un moment donné j'ai même été vraiment bouleversée parce qu'il y a un élève en fait qui est venu 2 fois à ma conférence et en fait il était tchétchène et en fait c'est ce que je dis aux enfants, je leur dis souvent mais après avoir lu ce livre ils se posent des questions, ils se disent mais finalement d'où viennent nos parents, qui sont nos parents, qui sont nos grands-parents. Pose la question des origines, des racines. Exactement. Etc. Et c'est ça pour moi, l'enjeu il est là aussi, c'est de mieux connaître sa famille, savoir qui on est pour transmettre son histoire. Moi je crois qu'il est très important justement aujourd'hui de transmettre, il faut jamais oublier. Ça, c'est impératif. Et du coup, les élèves, ils se posent vraiment la question, du coup, et même je les pousse à ça, à leur dire, mais est-ce que tu sais finalement qui est ton camarade de classe? Et en fait, ils se rendent compte que, effectivement, les relations sont souvent superficielles, et c'est dommage. Et finalement, ils creusent, et du coup, se passe vraiment quelque chose de très fort. Et en plus, en retour, on a des lettres des élèves, j'ai franchement, mais magnifiques, qui nous disent merci d'avoir écrit cette histoire, et qu'ils ne seront plus les mêmes après avoir lu ce livre. Et ça, ils se sentent concernés parce qu'ils ont une histoire analogue? Pas forcément, en fait ça leur ouvre les yeux sur le monde, ils se rendent compte de la cruauté, ils se rendent compte aussi que finalement ces personnes qu'on appelle migrants et qu'on pointe quelquefois du doigt, finalement sont des personnes comme vous et moi, comme tout le monde, comme eux, et que c'est peut-être pas normal finalement de les regarder comme des personnes dangereuses. Ils bougent souvent parce que nos grands groupes internationaux ont mis le bazar dans leur propre pays. Souvent, c'est à cause de ça. Oui, exactement. Donc, c'est toujours le business qui les fait bouger. Eh oui. Le business et ses excès. Tout à fait, mais après, voilà, donc moi je crois qu'il faut vraiment rester très attentif, faut garder toujours un œil ouvert sur le monde et c'est ce que m'a appris François Reichenbach en fait quand j'étais toute jeune, mais je pense que c'est extrêmement important que nous soyons chacun témoins de notre époque et surtout qu'on sache et qu'on puisse transmettre chacun notre petite histoire parce que chaque histoire a son importance. Moi, j'en suis quasi persuadée. C'est une expérience de vie que l'on doit absolument transmettre. Tu es là depuis vendredi en dédicace? Ah oui, moi je suis venue vendredi parce que je voulais absolument rencontrer le maximum de lecteurs. Pour moi, vendredi, c'est les jeunes? Oui, j'ai adoré, mais j'ai eu des... Oh, c'était merveilleux. Peut-être d'ailleurs... On peut faire ça star, je t'en parle en connaissance de cause. Moi, quand je dédicace mes bouquins, j'adore le vendredi. Ah oui, j'avais des petites qui arrivaient, qui m'ont demandé des photos, des selfies et tout. Et super intéressé en plus. Très intéressé et un enthousiasme, quelque chose de frais forcément. Et bien justement, cette appétence, cet œil ouvert et puis cette curiosité que des fois on ne trouve plus chez les adultes. Il n'y a plus de naturel. Chez les adultes. Exactement. Et ça, c'est dommage. Et des fois, là, je me dis, oh là là, mais quel dommage, parce que voilà, il faut garder en fait ce cœur d'enfant, cette curiosité. La curiosité, je pense qu'il faut la garder jusqu'au bout. Juste avant même de fermer les yeux, être encore un peu curieuse, dire oh là là, ça va se passer comment? Parmi les auteurs, tu as rencontré quelqu'un d'intéressant? Alors, qui ai-je rencontré? En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, hélas. Alors, je voulais évidemment voir Amin Maalouf, que j'adore, parce que ce type, c'est un conteur. Pour moi, c'est juste extraordinaire, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Par contre, j'ai fait connaissance avec mes voisins. C'était Manoukian, qui lui est un ancien reporter de guerre.
donc j'ai pris plaisir à être avec lui. Et puis Kint, j'ai vu Kint et j'ai adoré Effroyable Jardin. Donc du coup, il me l'a offert et il me l'a dédicacé. Et là, j'étais comme moi, j'étais une fan. Là, j'ai fait un gros bisou. Ouais. Et après, T'étais bien payé en retour. Alors. Oui, oui, Je te taquine. Et là, le prochain salon, ça sera quoi? Le prochain, c'est Cône-sur-Loire et après, c'est Port-Barcarès. Mais entre-temps, j'ai des librairies, dont notamment une à Montpellier. Tu vas te balader dans toute la France alors. Ah oui, moi j'adore. Et plus je rencontre de gens, plus je suis contente parce qu'en fin de compte, je me rends compte que ce livre, alors que je ne suis pas un auteur connu, et ben finalement, il commence à émerger. On parle de lui et ça. Et du fait que tu dédicaces en 2009, tu vas être connu depuis. Bah, je te taquine. Exactement, parce que en fait, finalement, ça fait donc 10 ans que je dédicace. 9 ans, oh la vache. Mais oui, bah, c'est ça, c'est les 10 ans où j'arrivais pas. C'est vrai que le temps passe vite, on revient directement au début de l'interview. Exactement, et maintenant on est à Metz et en plus il fait beau. C'est agréable. Eh bien écoute Sarah, je te remercie. Tu as un petit mot à rajouter? Tu veux quelque chose à compléter? Moi je dirais juste merci. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Salut.